Il y a des endroits qui n'existent vraiment que pour ceux qui les fréquentent, des lieux que personne ne remarque, jusqu'au jour où la nécessité vous y pousse. Le mien, c'est un petit entrepôt de stockage, à la périphérie de la ville. Une zone oubliée, coincée entre l'arrière d'un centre commercial abandonné et un vieux canal d'évacuation dont l'eau stagnante exhale une odeur insupportable l'été venu. Un endroit gris, sans vie, qu'on traverse sans jamais le regarder. Les bâtiments y sont bas, uniformes, alignés comme des rangées de dents carriées. Le béton craque par endroits, les portes métalliques sont piquées de rouille et les lampes fluorescentes qui jalonnent les couloirs bourdonnent sans relâche, certaines vacillant jusqu'à s'éteindre complètement. La nuit, l'endroit ressemble à un cimetière de métal et de ciment, rongé par le temps. Dans le bureau, la machine à soda vole plus de pièces qu'elle n'en rend de canettes. On dit qu'il faut frapper un point précis du poing ou du talon pour espérer voir tomber une boisson tiède. Mais même ça, ce n'est pas garanti. C'est là que je travaille. De nuit. Mon rôle paraît simple. Fermer le portail à 11h, l'ouvrir à 6h. Fermer ronde et 1 ou 2 fois, vérifier que personne n'ait élu domicile dans une unité laissée entrouverte. Les caméras fonctionnent à moitié, les alarmes aussi. Les registres doivent être tenus à jour, mais personne ne vérifie vraiment. En théorie, personne n'est censé se trouver là une fois la nuit tombée. En pratique, disons que les règles sont élastiques, tant que rien ne brûle et que les papiers sont remplis. J'ai vu défiler des collègues, ils ne restent jamais longtemps. Des ados cherchant de l'argent de poche, des paumés en quête d'un salaire de survie, des ex-tolards envoyés ici pour purger des heures de travail d'intérêt général. Tous finissent par disparaître, comme s'ils n'avaient jamais existé. Moi, je suis restée. Pas par attachement au lieu, mais parce que je n'avais pas vraiment d'autre plan. Au début, je croyais que c'était un boulot sans histoire, jusqu'au jour où j'ai appris la seule règle qui compte vraiment ici. Elle ne figure dans aucun manuel, dans aucun contrat, mais tout le monde la connaît. Ne jamais toucher à l'unité 103. C'est une porte comme les autres, du moins en apparence. Un vieux cadenas épais, corrodé, pend à la poignée. Les archives indiquent clairement « accès interdit »,« ne pas ouvrir »,« ne pas louer ». Pourtant, chaque mois, le loyer est payé. Toujours en liquide, toujours à l'heure, toujours au centime près. Jamais d'adresse d'expéditeur, jamais de nom. Parfois même, l'enveloppe n'apparaît pas, mais les registres, eux, sont tout de même mis à jour. Paiement effectué. Comme si l'argent se matérialisait dans les comptes sans qu'on sache comment. Je n'y avais pas prêté grande attention, jusqu'au jour où j'ai appris la seule règle qui compte vraiment ici. Elle ne figure dans aucun manuel, dans aucun contrat, mais tout le monde la connaît. Ne jamais toucher à l'unité 103. C'est une porte comme les autres, du moins en apparence. Un vieux cadenas, épais, corrodé, pend à la poignée. Les archives indiquent clairement « accès interdit »,« ne pas ouvrir »,« ne pas louer ». Pourtant, chaque mois, le loyer est payé. Toujours en liquide, toujours à l'heure, toujours au centime près. Jamais d'adresse d'expéditeur, jamais de nom. Parfois même, l'enveloppe n'apparaît pas, mais les registres, eux, sont tout de même mis à jour. Paiement effectué. Comme si l'argent se matérialisait dans les comptes sans qu'on sache comment. Je n'y avais pas prêté grande attention. Jusqu'au jour où un mail tomba dans ma boîte pro. Une de ces circulaires impersonnelles envoyées d'un bureau anonyme situé bien loin d'ici. Tous les box doivent être vérifiés et recensés. Contrôle visuel, inventaire, photo. Rien de spécial, juste une vérification trimestrielle. Alors, naïvement, j'ai demandé « Et pour l'unité 103 ?» Mon supérieur avait marqué un silence. Sa voix avait changé, un rien plus basse, plus ferme. « Tu l'ignores. Tu ne notes rien. Fais-moi confiance. » Et c'était tout. Pas de justification, pas d'explication. Fin de la conversation. Le soir même, j'ai glissé le sujet à un collègue, histoire de rire un peu. J'ai parlé du fameux box 103 en attendant une réaction complice. Mais il s'est figé. Il a reposé son sandwich sans même finir de mâcher, m'a fixé un instant, puis a murmuré « N'en parle pas. Pas même à voix haute. » Ensuite, il a rangé ses affaires
et s'est éloigné, comme si j'avais franchi une limite invisible. C'est à ce moment-là que quelque chose a commencé à changer en moi. La curiosité a germé, d'abord minuscule, puis grandissante, tenace. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette crainte? Qu'y avait-il derrière cette porte que personne ne voulait voir ouverte? Dès lors, mes rondes ne furent plus les mêmes. Mes pas me ramenaient toujours vers ce box. Mes yeux scrutaient les murs, les cadenas, les traces au sol, et peu à peu, des détails étranges m'ont sauté aux yeux. Des marques récentes sur le cadenas pourtant ancien, comme si on l'avait forcé ou manipulé, des fines rayures métalliques qui ne figuraient pas là la veille. Je savais qu'aucun d'entre nous n'avait les clés, pas même moi. Alors qui? Et surtout, pourquoi? Et vous, oseriez-vous poursuivre d'écouter ce qui se cache derrière la porte 103? Si vous voulez découvrir la suite, abonnez-vous à Nuit d'horreur et poursuivons ensemble. Depuis cette soirée où mon collègue avait interrompu son repas pour m'ordonner de ne plus prononcer ce numéro, je n'ai plus jamais regardé l'unité 103 de la même manière. C'était comme si soudain une fissure invisible s'était ouverte dans ma routine. La banalité de mes nuits n'existait plus. Chaque pas que je faisais dans ces longs couloirs de béton résonnait différemment. Chaque lueur vacillante d'un néon semblait danser uniquement pour attirer mon regard vers cette porte maudite. Je m'étais toujours considérée comme quelqu'un de pragmatique, peu enclin à croire aux histoires de fantômes. Pourtant, à force d'y penser, mon esprit a commencé à remplir les vides. Quand on s'arrête trop longtemps sur quelque chose d'inexpliqué, on finit toujours par projeter ses propres peurs. Je me suis mis à examiner tout ce qui entourait 103. Le sol d'abord. L'entrepôt, laissé à l'abandon par l'entretien, accumulait une épaisse couche de poussière grise. Partout, sauf devant ce box. Là, la poussière formait des cercles, des spirales, comme si quelque chose s'était traîné en laissant des traces concentriques. Parfois, on aurait dit des empreintes, mais pas vraiment humaines. Un soir, je me suis accroupie pour observer de plus près. L'air y semblait plus froid, chargé d'une humidité qui n'avait rien à voir avec l'atmosphère sèche des autres couloirs. J'ai glissé ma main sous la porte, pensant sentir du courant d'air. À la place, mes doigts ont frôlé quelque chose de dur, de sec. En le tirant, j'ai découvert de petits fragments, semblables à des copeaux brunâtres, rigides comme de l'os, mais trop fibreux pour en être vraiment. Pas du bois, pas du tissu, rien que je puisse reconnaître. Pris d'un dégoût instinctif, je les ai jetés dans les toilettes du bureau. Mais dès que la chasse a englouti ces morceaux étranges, j'ai ressenti une sensation brutale, comme si je venais de commettre une erreur. À partir de cette nuit-là, les choses se sont accélérées. Le premier signe tangible, ce fut la lumière. L'ampoule du couloir de 103 s'est mise à clignoter, puis à griller complètement. L'équipe de maintenance est venue 2 fois pour la remplacer. 2 fois, l'ampoule a lâché en moins d'1 semaine. Les autres néants du bâtiment, eux, continuaient de grésiller tranquillement. Seul celui-là refusait de tenir. Comme si quelque chose le brûlait de l'intérieur. Puis il y a eu les bruits. D'abord de simples grattements comme des rats coincés derrière la tôle. J'ai signalé le problème et la réponse est tombée sèche, définitive. Ce sont des rongeurs, ne pose peu de questions. Mais ce n'étaient pas des rats, j'en suis convaincue. Parce que les nuits suivantes, les grattements se sont mués en chocs. Des coups lents, espacés, comme un battement régulier. Bou, boum, boum. Et ce rythme, je le sentais plus que je ne l'entendais, comme un écho dans ma poitrine, une vibration qui me forçait à ralentir ma respiration. Mes collègues aussi s'en plaignaient, du moins ceux qui n'avaient pas encore fui ce poste ingrat. Mais eux n'osaient pas en parler trop fort. Ils faisaient mine d'ignorer, accéléraient leur ronde et évitaient le couloir 103. Moi, je n'y arrivais plus. J'étais happée. Chaque bruit, chaque souffle, chaque silence autour de cette porte devenait une obsession. Je me suis mis à fouiller dans les archives, dans ces vieux classeurs poussiéreux que personne n'ouvre jamais. La plupart contenaient des papiers sans intérêt, contrats de location, reçus, documents froissés d'anciens clients oubliés. Mais en cherchant, j'ai trouvé des mentions de l'unité 103 dans des registres datant d'avant même la construction actuelle du bâtiment. C'était impossible. Le box semblait exister depuis toujours, comme une cicatrice incrustée dans le temps. Les noms inscrits sur les anciens baux n'avaient rien d'authentique. Des sociétés disparues depuis des décennies, des signatures illisibles, des symboles tracés à l'encre rouge qui avaient traversé plusieurs pages. Certains traits ressemblaient davantage à des glyphes qu'à une écriture humaine.
Et pourtant, toujours la même constante. Loyer payé, aucun retard, aucun défaut. J'ai eu l'impression en feuilletant ces pages d'en mettre mes mains dans quelque chose de vivant, comme si le papier lui-même respirait sous mes doigts. Et puis, il eut mes absences, car je ne peux pas les appeler autrement. Je me réveillais, debout, figé en plein milieu de ma ronde, incapable de me souvenir des heures écoulées. Toujours au même endroit, devant 103, le regard rivé sur ce cadenas rouillé, comme hypnotisé. Le temps n'avait plus de sens. Minutes, heures, j'en avais aucune idée. Tout ce que je savais, c'est que mes jambes tremblaient et que ma gorge était sèche, comme si j'avais été là longtemps. Trop longtemps. À ce stade, je savais que je n'étais plus seulement spectateur. J'étais déjà pris dans quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui se nourrissait de mon attention. Et vous, si vous étiez à ma place, auriez-vous déjà fui cet endroit ou seriez-vous resté, hypnotisé par l'inconnu? Dites-le moi. Et si vous voulez vraiment découvrir jusqu'où cette histoire peut aller, abonnez-vous à Nuit d'horreur, vous n'avez encore rien vu. Il existe un moment dans toute obsession où la curiosité dépasse la prudence. J'avais résisté, jour après jour, nuit après nuit, en me répétant que ce n'était qu'un travail, qu'il suffisait de fermer les yeux et de ne pas chercher plus loin. Mais chaque détail étrange, chaque grattement derrière la tôle, chaque coup sourd résonnant dans mes os, tout me poussait vers une seule et même idée, ouvrir la porte de l'unité 103. Je savais que ce n'était pas autorisé, je savais que je franchissais une limite invisible que personne n'avait osé dépasser depuis des années. Pourtant, la pensée me rongeait comme une fièvre. Il ne s'agissait plus de savoir si j'allais céder, mais quand. La nuit où je l'ai fait, l'air semblait plus lourd que d'habitude, comme si le bâtiment entier retenait son souffle. Après avoir verrouillé le portail, j'ai fait mine d'accomplir mes rondes comme toujours. Mais dans ma poche, il y avait une paire de pinces coupantes que j'avais discrètement empruntées dans l'atelier de maintenance. Le couloir menant à l'unité 103 était désert, baigné d'une lumière pâle et tremblotante. Chaque pas que je faisais résonnait comme un coup de marteau. Le cadenas pendait, immobile, couvert de rouille. Et pourtant, j'avais la sensation qu'il me regardait, comme un œil clos qui attendait seulement d'être ouvert. Mes mains tremblaient quand j'ai positionné les mâchoires des pinces sur le métal. Une voix dans ma tête murmurait « Ne fais pas ça, ne le fais pas ». Mais une autre, plus sourde, plus impérieuse, répétait « Tu dois savoir, tu n'auras jamais de repos si tu ignores ». Le métal a cédé plus facilement que prévu. Un claquement sec, presque décevant. Le cadenas est tombé au sol, sans le moindre bruit métallique, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. J'ai tiré la porte. Je m'attendais à un gouffre noir, à une présence tapie dans l'ombre, prête à bondir. Mais non. Ce que j'ai découvert, c'était une pièce nue, au mur de béton, recouvert d'une poussière immobile et épaisse. Sur les côtés, quelques étagères vides. Rien d'anormal. Au centre, seulement une chaise. Une simple chaise en bois usée tournée vers le mur du fond. Pas de silhouette assise, pas de traces de lutte, pas de sang, pas de griffures. Rien. Mon souffle s'est coupé. Tout ce que j'avais imaginé, toutes ces semaines de tension, pour ça? Un espace vide, une chaise tournée vers un mur? Une part de moi voulut rire, une autre s'est sentie honteuse, ridicule. Mais en reculant pour refermer la porte, j'ai remarqué quelque chose d'infime, et pourtant glaçant. La porte ne se refermait plus. Avant, elle était parfaitement ajustée, hermétique, mais désormais, il restait un interstice, une fente d'un demi-centimètre qui refusait de disparaître, comme si le métal avait légèrement gonflé, forcé de l'intérieur. J'ai tiré, poussé, mais rien n'y faisait. J'ai remis le vieux cadenas, espérant masquer ce détail aux yeux des autres, mais je savais, quelque chose avait changé. Les nuits suivantes, le bâtiment entier a commencé à se dérégler. Des portes que j'avais fermées la veille s'ouvraient d'elles-mêmes, juste entr'ouvertes, comme si une main invisible les avait poussées doucement. Pas de traces d'effraction, pas de cadenas brisé, seulement des ouvertures infimes qui suffisaient à me glacer le sang. Et à l'intérieur, les unités ne ressemblaient plus à des pièces abandonnées. Elles semblaient vivantes. Dans une, un vieux téléviseur des années 90 diffusait encore une lueur bleutée, alors qu'il n'y avait aucune prise branchée. L'écran vibrait, rempli de parasites,
mais émettait une chaleur réelle, comme s'il avait fonctionné sans interruption depuis des années. Dans une autre, un réfrigérateur renonnait doucement. Je l'ai ouvert et j'y ai trouvé des bouteilles de lait et des restes de nourriture, frais. Trop frais, comme si le propriétaire venait de quitter la pièce une heure plus tôt. Des lampes s'allumaient toutes seules, des montres accrochées au mur tic-taquaient à contre-temps. Le temps lui-même semblait se dérégler dans ses unités, se plier, se figer. À chaque fois que je pénétrais dans une d'elles, mes montres se ralentissaient, mes téléphones perdaient le signal. J'en sortais en ayant la sensation d'avoir perdu du temps ou peut-être d'en avoir gagné, je ne savais plus. J'ai commencé à tout noter, des pages entières de descriptions, de photos, de détails. Mais quand j'envoyais mes rapports à la direction, les réponses étaient toujours les mêmes. Ce sont des anomalies mineures, ne t'inquiète pas, continue ton travail. Un ton calme, trop calme. Un calme qui cachait autre chose. La vérité, je l'ai comprise peu après. En ouvrant 103, je n'avais pas libéré ce qui s'y trouvait. J'avais brisé l'équilibre. Ce n'était pas ce qu'il y avait dedans qui comptait, mais ce que la porte empêchait d'entrer. Et depuis, je voyais bien que chaque nuit, la frontière s'amenuisait. Les portes s'ouvraient toutes seules. Le bâtiment respirait. Et moi, je n'étais plus simple veilleur de nuit. J'étais devenu la seule barrière entre ce lieu et ceux qui cherchaient à s'y infiltrer. Vous comprenez maintenant ? Ce n'était pas ce qu'il y avait derrière la porte, mais ce que la porte retenait à l'extérieur. Et croyez-moi, la suite n'est qu'un plongeon plus profond dans l'horreur. Si vous voulez continuer à marcher avec moi dans ces couloirs où chaque porte respire, abonnez-vous à Nuit d'horreur avant qu'il ne soit trop tard. Depuis l'ouverture de l'unité 103, plus rien n'était comme avant. Chaque nuit, je voyais le bâtiment se déformer, comme si l'espace lui-même cherchait à s'étirer, à se fissurer. Les unités s'ouvraient sans bruit, les cadenas tombaient, les objets semblaient respirer. Et moi, je notais tout, je consignais chaque anomalie dans une tentative désespérée de donner un sens à ce qui m'échappait. Je savais que la direction recevait mes rapports, mais aucune réponse n'était jamais à la hauteur de ce que je décrivais. Toujours les mêmes phrases, froides et stériles. « Continuez votre travail, tenez le registre. » Comme si tout cela était prévu, comme si j'étais en train de marcher dans un chemin déjà tracé. Puis vint ce message. Il ne s'agissait pas d'un mail, mais d'un simple texto, envoyé depuis le numéro personnel du manager du site. 4 mots seulement. « Viens au bureau. Seul. » Mon sang s'est glacé. Il était 4 heures du matin, le silence était total. Quand je suis arrivée, le bâtiment semblait attentif, comme si les murs retenaient leur souffle. La porte du bureau était entr'ouverte. Pas de lumière à l'intérieur, sauf la faible lueur des néons du couloir qui filtrait à travers l'encadrement. Je m'attendais à trouver le bureau vide, ou peut-être à ce qu'on m'y attire pour m'y enfermer. Pourtant, en poussant la porte, je l'ai vu. Le manager était assis derrière son bureau, parfaitement immobile. Ses mains croisées sur une chemise cartonnée sans étiquette. Ses yeux me suivaient calmement. Il ne m'a pas invité à m'asseoir. Il ne m'a pas proposé de café. Il m'a seulement laissé refermer la porte derrière moi. Un silence pesant a régné, jusqu'à ce qu'il rompe la glace d'une voix posée, presque douce. « Tu sais pourquoi tu es là ?» J'ai secoué la tête, mais au fond de moi, je connaissais la réponse. « Tu crois être malin ?» a-t-il repris. « Tu as forcé le cadenas, tu as voulu réparer ce que tu ne comprenais pas. » Il a ouvert la chemise. À l'intérieur, il y avait des documents que je n'avais jamais vus. Mon dossier personnel, des relevés de mes rondes, des photos de moi. Debout devant 103, fixant la porte trop longtemps, ouvrant des unités que je n'aurais pas dû toucher. « Nous mettons les gens en garde pour une raison, » a-t-il poursuivi. « L'unité 103 reste close parce que l'ignorer la maintient tranquille, comme un chien qui cesse d'aboyer quand plus personne ne l'écoute. Mais toi, tu as insisté et tu l'as réveillé. » Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis entendu demander d'une voix sèche « Alors, que va-t-il m'arriver ?» À ma surprise, il a souri. Pas un sourire cruel, non. Plutôt compatissant. Comme un professeur qui regarde un élève qui vient de franchir une étape douloureuse, mais nécessaire. Considère ça comme une promotion. Il a poussé vers moi un trousseau de clés. Pas seulement celles de l'entrée ou du bureau, non, des clés lourdes, anciennes, que je n'avais jamais vues. Elles teintaient d'un son grave, métallique, comme si chaque clé portait en elle un poids invisible. Ce bâtiment, a-t-il expliqué,
n'a jamais été destiné à stocker des meubles ou des souvenirs. Il a toujours eu une autre fonction, retenir. 103 n'est pas unique, c'est seulement la plus ancienne. Les autres sont plus jeunes, moins stables, mais toutes exigent de l'attention. J'ai baissé les yeux vers les clés, incapable de les toucher. Et si je refuse, ai-je demandé? Il a haussé les épaules. Personne ne refuse. Soit tu fermes les portes, soit tu rejoins ce qui se trouve derrière elles. Il a ouvert à nouveau la chemise, révélant une liste de noms. Je l'ai reconnu. C'était une suite de personnes qui m'avaient précédé. Des gardiens, des veilleurs, tous marqués de la même note finale, réaffectés à la surveillance de confinement. Jamais de date de démission, jamais de fin. Alors j'ai compris. Ce n'était pas un métier, c'était un héritage, une chaîne sans fin. Un flambeau maudit que l'on transmet à celui qui regarde trop longtemps la mauvaise porte. Le manager s'est levé, ses os craquant doucement. À la lueur des néons, son visage paraissait à la fois jeune et usé, comme si plusieurs âges se superposaient en lui. Il s'est approché et sans un mot a déposé les clés dans ma main. Elles étaient glacées, plus lourdes que tout ce que j'avais jamais porté. « Tu comprends maintenant » a-t-il murmuré. « Il n'y a pas de sortie. Tu fais partie du bâtiment. Tu es son nouveau gardien. » Puis, il m'a reconduit jusqu'à la porte. Quand je me suis tournée, il n'avait disparu. Plus de dossier, plus de chaises, plus rien. Ce soir-là, je suis repartie dans les couloirs avec ce trousseau accroché à ma beintière. Et pour la première fois, j'ai compris le vrai sens de ce travail. Fermer les portes. Encore et encore. Sans chercher à savoir ce qu'il y a derrière. Parce que si elles restent ouvertes trop longtemps, quelque chose finit toujours par passer. Imaginez, recevoir un trousseau de clés qui n'ouvre pas seulement des portes, mais des secrets que vous ne devriez jamais connaître. Seriez-vous capable de les porter ? Si cette histoire vous glace déjà, abonnez-vous à Nuit d'horreur, car ce n'est que le début. La nuit où j'ai hérité des clés, je n'ai pas dormi. Comment l'aurais-je pu ? Chaque tintement métallique à ma ceinture me rappelait la sentence que je venais d'accepter, ou plutôt qu'on m'avait imposée. À partir de ce moment-là, mes rondes n'étaient plus les mêmes. Avant, je marchais pour tuer le temps. Maintenant, chaque pas avait un poids. Chaque porte entr'ouverte devenait une menace. Chaque serrure mal fermée, un rappel de ce qui m'attendait si je baissais la garde. Les anomalies se sont multipliées. Certaines nuits, je découvrais des portes entr'ouvertes, pourtant verrouillées la veille. Je les refermais, replaçais les cadenas, notés dans le registre. D'autres fois, en passant dans les allées, je sentais mon souffle se condenser dans l'air, alors que la météo affichait 20 degrés. Une froideur sourde s'installait, suintant du béton, et je savais que ce n'était pas naturel. Il m'est arrivé d'ouvrir une unité et d'y trouver un appartement figé dans le temps. La télévision diffusant une émission disparue depuis des décennies. Un repas attendait sur une table, encore tiède, comme si son propriétaire s'était levé pour répondre au téléphone et n'était jamais revenu. Une autre fois, une pièce entière n'était remplie que de miroirs, alignés sur chaque mur, reflétant ma silhouette à l'infini. Mais l'un d'eux ne bougeait pas exactement comme moi. Un décalage infime, une respiration hors du rythme. J'ai fermé la porte, fort. La règle, je l'ai comprise vite. Ne pas s'attarder. Chaque seconde supplémentaire passée devant une porte ouverte, chaque pensée nourrie à propos de ce qu'il pouvait y avoir derrière, nourrissait quelque chose. Le bâtiment réagissait à l'attention. Il respirait à travers nous. Et plus je le fixais, plus il s'épaississait, comme une ombre qui prend forme seulement lorsqu'on la regarde. Au début, j'ai cru que je pourrais m'habituer. Mais très vite, la répétition est devenue un supplice. Fermer, noter. Fermer, noter. Un rythme mécanique, froid, sans fin. Chaque soir, je marchais seule entre ces rangées de métal, mon stylo tremblant au-dessus du registre. J'écrivais toujours les mêmes mots, les mêmes observations, comme si je récitais une prière. Mais le plus terrible, c'est que je perdais la notion du temps. Une nuit, j'ai levé les yeux après avoir verrouillé une série d'unités. Je croyais n'avoir passé qu'1 heure à marcher. Pourtant, l'aube pointait déjà. D'autres fois, l'inverse. Je pensais avoir passé toute la nuit à parcourir les couloirs et il n'était que minuit. Le temps lui-même se déformait, s'étirait,
se contractaient au gré des portes entr'ouvertes. Je ne savais plus si j'avançais dans une routine ou si j'étais piégée dans une boucle. Les années se sont mises à défiler sans que je m'en rende compte. Je ne me souviens pas du moment exact où le manager a disparu. Un jour, il n'était plus là. Son bureau vide, aucune trace, aucune lettre d'adieu. À sa place, une note administrative, froide et brève. Vous êtes désormais l'agent responsable, comme si j'avais toujours été destinée à ce rôle. Je vieillis, mon corps me le rappelle chaque jour. Mes articulations craquent, mes yeux s'adaptent plus lentement à l'obscurité. Mais à l'intérieur, j'ai l'impression de ne plus vieillir du tout, comme si mon esprit était coincé dans une éternelle veille de nuit. Les nouveaux embauchés, eux, se succèdent. Je les observe, comme on m'avait observé jadis. Certains fuient après une semaine. D'autres durent un peu plus, jusqu'à ce que l'air lourd et les grattements incessants les brisent. Mais toujours, leurs regards finissent par s'arrêter un peu trop longtemps sur la porte 1003. Et alors, je sais qu'un jour ou l'autre, l'un d'eux prendra ma place. Mais jusque-là, je continue, parce que je n'ai pas le choix, parce que chaque serrure que je laisse ouverte, chaque porte que je néglige, peut devenir l'entrée par laquelle elles viendront. À ce stade de l'histoire, j'avais déjà cessé d'être un simple veilleur. J'étais devenu le gardien d'un monde que personne ne devrait voir. Un monde qui se cache derrière des portes métalliques rouillées, attendant seulement qu'une main hésitante tarde à les refermer. Et chaque nuit, en avançant dans ce labyrinthe de béton, je me surprenais à murmurer pour moi-même « Ferme la porte, note le registre, continue », comme si ces mots seuls pouvaient encore maintenir l'équilibre. Et vous, si vous marchiez à ma place dans ces couloirs où le temps se tord, auriez-vous le courage de continuer à fermer les portes, encore et encore ? Si vous voulez connaître ce qui attend derrière les prochaines unités, abonnez-vous à Nuit d'horreur et restez avec moi. Le temps s'écoule étrangement ici. J'ai fini par ne plus compter les jours, ni les mois. Mes nuits se sont fondues les unes dans les autres, comme si chaque ronde n'était qu'une répétition éternelle de la précédente. Fermer, noter, vérifier. Fermer, noter, vérifier. Et puis, un soir, on m'a annoncé l'arrivée d'un nouveau. Il devait être jeune, à peine 20 ans peut-être, trop jeune pour comprendre où il venait de mettre les pieds. Silencieux, discret, il ne parlait pas beaucoup. Il se contentait d'observer, de noter, d'acquiescer d'un signe de tête quand je lui expliquais la routine. Mais je connaissais déjà ce regard, celui d'un esprit curieux, celui d'une âme qui ne se contente pas d'obéir. Au début, il faisait semblant. Il remplissait ses rondes, il cochait ses cases. Mais je le voyais, à la dérobée, ralentir lorsqu'il passait devant certaines unités. Ses yeux glissaient sur les cadenas rouillés, ses doigts traçaient distraitement les fissures des portes métalliques. Et surtout, il s'arrêtait trop longtemps devant 103. La première fois que je l'ai surpris, il croyait que je ne le regardais pas. Je l'ai observé poser sa main sur le métal froid, comme pour sentir une pulsation sous la tôle. Il est resté ainsi de longues secondes, immobile. La respiration suspendue, comme s'il attendait une réponse. Je l'ai laissé faire, en silence, parce que je savais. Parce que moi aussi, j'avais fait ce geste autrefois. Les jours suivants, son comportement a changé subtilement. Il posait des questions. Pas directement, jamais frontalement, mais je reconnaissais les détours. Les cadenas, vous les changez souvent ? Pourquoi certaines lumières lâchent toujours au même endroit ? Et est-ce qu'il y a déjà eu des accidents ici ? Je me contentais de hausser les épaules, de répondre par des demi-mots. Mais à chaque fois que ces phrases s'égaraient trop près de 103, je voyais son regard briller. L'avidité du savoir, l'obsession qui germe. Une nuit, alors que nous partagions un café tiède dans le bureau, je lui dis d'une voix ferme, sans détour, « N'approche jamais de 103. Ne la mentionne pas, ne la regarde pas. Oublie-la. » Il a relevé la tête, surpris par mon ton. Ses lèvres ont esquissé un sourire, comme s'il croyait à une mauvaise blague. « Pourquoi » a-t-il osé demander. Je n'ai pas répondu.
J'ai seulement répété « Fais-moi confiance, ne touche pas à cette porte ». Mais au fond de moi, je savais déjà que mes mots ne serviraient à rien. J'avais reconnu ce feu dans ses yeux, le même qui m'avait poussé à briser le cadenas, le même qui m'avait enchaîné à ce rôle. Je savais qu'il était trop tard pour lui, qu'il n'était plus un simple employé. Il était déjà en train de devenir le prochain gardien des clés. Dès lors, mes rondes prirent une autre dimension. Ce n'étaient plus seulement les portes que je devais surveiller, mais aussi lui, ses gestes, ses regards, ses silences. Chaque fois que je le perdais de vue quelques minutes, mon cœur se serrait à l'idée de le retrouver debout devant 103, les pinces à la main, prêt à franchir le seuil moisi. Et chaque nuit, en le voyant marcher dans les couloirs, son pas résonnant dans le silence de béton, je ne pouvais m'empêcher de me demander « Était-ce ainsi que tout avait commencé pour moi ?» Plus je le regardais, plus d'une certitude s'imposait. Il finirait par céder. Alors, je me surpris à espérer quelque chose d'horrible. J'espérais qu'il le fasse, qu'il ouvre, qu'il prenne ma place, car je savais que tôt ou tard ce rôle devait se transmettre. Et moi, je commençais à me demander ce qui m'attendait après. Vous voyez ce jeune employé ? Son regard, je le connais. C'est le même que le mien autrefois. Si vous étiez à sa place, résisteriez-vous à la tentation ou deviendriez-vous le prochain gardien des clés ? Abonnez-vous à Nuit d'horreur pour continuer à marcher dans ces couloirs avec moi. Je ne sais plus combien de temps a passé depuis l'arrivée du nouveau. Ici, le temps est une matière instable. Il s'étire, se contracte, se déforme. Les horloges du bureau ne marquent plus rien d'utile. Mes montres s'arrêtent, et parfois, je me surprends à vivre une nuit entière, en croyant n'avoir parcouru qu'un seul couloir. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que je vieillis. Pas comme les autres hommes, pas comme ceux que je croise parfois dans la ville, à la lumière du jour. Chez moi, l'âge se manifeste par des fissures invisibles. Mes os craquent au moindre effort, mes yeux peinent à s'habituer à l'obscurité. Mon souffle est plus court, comme si l'air de ce lieu devenait chaque jour plus lourd, plus dense. Le bâtiment me dévore lentement. Il grignote mes forces, mes souvenirs, mon identité. Le nouveau, lui, garde ce regard vif que j'ai perdu depuis longtemps. Il note tout. Il observe. Il questionne. Il ne dit rien directement, mais je sais qu'il a déjà commencé à comprendre. Quand il s'arrête un peu trop longtemps devant une porte entr'ouverte, je vois son cœur battre dans ses tempes. Quand ses doigts effleurent un cadenas rouillé, je reconnais ce frisson, l'appel du mystère, la morsure de la curiosité. Je me revois. C'est moi, des années plus tôt, ignorant encore la véritable nature de ce lieu. Chaque ronde que nous faisons ensemble ressemble à une répétition. Lui avance, moi je suis derrière comme un vieux maître usé qui traîne son apprenti dans un labyrinthe dont il ne sortira jamais. Je pourrais l'arrêter. Je pourrais l'empêcher de franchir cette étape. Mais je ne le fais pas. Parce qu'au fond, je sais que je n'en ai plus la force. Parce qu'une part de moi désire que tout cela prenne fin. Parfois, je me surprends à m'asseoir trop longtemps au bureau, le stylo suspendu au-dessus du registre. Je fixe les lignes vides sans réussir à écrire, incapable de me rappeler si je viens de commencer mon service ou si je l'ai déjà terminé. Je me réveille en sursaut, persuadé que j'ai oublié de fermer une unité. Quand je repars en ronde, je trouve des portes ouvertes derrière moi alors que je les ai verrouillées quelques minutes plus tôt. Est-ce moi qui faiblis ? Ou est-ce le bâtiment qui teste mes limites, attendant que je cède enfin ma place ? Le nouveau est patient, trop patient. Il ne parle pas de 103, pas encore. Mais je vois dans ses yeux que la question le brûle. Il a remarqué que je détournais le regard chaque fois que nous passions devant cette porte. Il a remarqué que je changeais de sujet, que mes pas s'accéléraient, que mon souffle se faisait court. Et je sais qu'un jour, il osera. Alors, je me surprends à préparer mes mots. Je répète en silence ce que je lui dirai le moment venu. Les mêmes phrases que le manager m'a dites des années plus tôt. N'approche pas de 103, ne la mentionne pas, ne la regarde pas. Mais ces mots ne servent à rien, je le sais. Ils ne sont pas là pour empêcher, ils sont là pour constater.
pour marquer le moment où la curiosité dépasse la peur. Chaque nuit, en l'observant, une idée se fait plus claire. Ce n'est pas moi qui déciderai quand je quitterai ce rôle. C'est lui. Le jour où ses yeux resteront fixés trop longtemps sur la porte 103, le jour où ses mains chercheront un outil pour forcer le cadenas, le jour où son souffle se suspendra devant l'inconnu, alors la boucle se refermera. Et moi, je disparaîtrai. Mais disparaître, qu'est-ce que cela veut dire ici? Je n'en ai aucune idée. Peut-être que je me dissoudrai dans ces murs comme tous ceux qui m'ont précédé. Peut-être que mon nom ira s'ajouter à la liste enfermé dans une chemise cartonnée sans étiquette. Ou peut-être qu'une porte s'ouvrira enfin pour moi. Une dernière, celle que je n'ai jamais vue. Et je me demande, chaque nuit, si je l'entendrais m'appeler. Et vous, que feriez-vous à ma place? Attendrez-vous patiemment que quelqu'un d'autre vous remplace? Ou tenterez-vous d'ouvrir une porte juste pour savoir? Si ce récit vous glace déjà, abonnez-vous à Nuit d'horreur, car le pire n'a pas encore été révélé. Je sens que mon temps approche. Ce n'est pas une intuition vague, ni un simple pressentiment. C'est une certitude glaciale, une évidence que le bâtiment lui-même murmure dans chaque souffle d'air vicié, dans chaque cliquetis de cadenas qui s'ouvre tout seul, dans chaque néon qui s'éteint à mon passage. Mon corps s'affaiblit, mes mains tremblent trop souvent quand je tiens le stylo pour remplir le registre. Parfois, les mots se brouillent, se mélangent, comme si le papier refusait de garder une trace claire de ce que j'écris. Je ferme les portes, je note les numéros, mais j'ai l'impression que ma propre écriture s'efface dès que je détourne les yeux. Le nouveau, lui, devient chaque jour plus présent. Il ne parle toujours pas de 103, mais son silence en dit long. Ses yeux la fixent parfois un peu trop longtemps. Ses pas ralentissent devant le cadenas rouillé. Je le vois écouter, tendre l'oreille, comme s'il percevait déjà les grattements, les coups sourds, les respirations derrière la tôle. Je reconnais ce feu. C'est celui qui m'a consumé. C'est celui qui m'a condamné. Je me surprends à l'espérer, parfois. Espérer qu'il ouvre. Espérer qu'il franchisse le pas. Non pas par cruauté, mais parce que je sens que je ne peux plus tenir. Je ferme encore les portes, mais de plus en plus souvent, je les retrouve entr'ouvertes derrière moi. Comme si mes forces s'épuisaient, comme si le bâtiment savait que je suis à bout. Et peut-être qu'il attend. Peut-être que lui aussi attend que le nouveau se décide. Cette nuit, en m'asseyant dans le bureau, j'ai remarqué quelque chose. Sur le registre, entre deux lignes de mon écriture tremblée, un autre nom était apparu. Pas tracé par moi, pas avec mon stylo. Une écriture ferme, nette, inconnue. Le sien. Le nom du nouvel employé. J'ai compris alors que la transition avait déjà commencé. Je n'ai pas besoin de lui donner les clés. Elles viendront à lui, comme elles sont venues à moi. Bientôt, il héritera de ce rôle. Bientôt, il comprendra que ce bâtiment n'est pas un simple entrepôt, mais une prison de portes qu'il faut refermer, encore et encore, jusqu'à ce que la fatigue le brise. Et moi, je ne sais pas où j'irai. Peut-être que je disparaîtrai, avalé par ces murs. Peut-être que je deviendrai l'un de ces souffles derrière une porte entr'ouverte. Peut-être qu'une unité, quelque part dans le bâtiment, attend déjà mon nom gravé dans son cadenas. Alors je marche encore une fois dans les couloirs, les clés froides dans ma main, les néons mourants bourdonnant au-dessus de ma tête. Je ferme les portes, je note les registres. Mais chaque pas me rapproche de la fin. Et quand je croise son regard, celui du nouveau, qui fixe 103 avec la même obsession que moi autrefois, je sais que tout est prêt. Le cycle continue. La relève est assurée. Il n'y aura jamais de délivrance.
seulement une transmission. Un héritage maudit qui passe de main en main, sans fin. Alors je me contente de murmurer, pour lui, pour moi, pour ceux qui viendront après. Ferme la porte, note le registre, continue. Et vous, seriez-vous capable de porter ce fardeau? De marcher nuit après nuit dans des couloirs où chaque porte entr'ouverte peut être la dernière que vous voyez? Si vous êtes encore là, c'est que vous avez le courage d'affronter l'inconnu. Alors abonnez-vous à Nuit d'horreur, car derrière chaque récit, une nouvelle porte vous attend.